Madame Lemonnier. Ce que je vais présenter, c'est un projet de recherche qui a été fait entre la UNAM et la UNAM Los Angeles avec les projets Pitae. C'était fait pour l'espagnol comme enseignement langue étrangère, mais ce projet pourrait être appliqué dans d'autres langues. Alors, c'était intitulé les Game Over contre les KO et c'est l'utilisation de la gamification pour traitement contre l'erreur. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est utiliser la pédagogie de l'erreur pour proposer une autre façon de voir l'erreur, pas comme un soutien, on dit, mais comme un stage de connaissance, d'acquisition de langue. Et aussi, le traitement ne sera pas le traitement normal, sinon on va utiliser la didactique des jeux. Et dans ces cas, on va utiliser le jeu d'évasion ou comme c'est connu dans l'anglais, les escape games. Est-ce que les personnes ici connaissent l'escape game? L'escape game, c'est bien connu comme ce sont des salles qui sont adaptées avec des petites pistes pour pouvoir sortir. Alors, dans ce cas, on va commencer à analyser. C'est pour ça que toute la présentation s'est adaptée à un petit jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un petit peu de ce que j'ai trouvé en tant que professeur d'espagnol langue étrangère. J'ai commencé à travailler à la UNAM Los Angeles. J'ai fait les stages et les services sociaux là. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que par rapport aux anglophones, il y a des problématiques par rapport entre les subjonctifs présents et aussi l'anglais. Parce que les subjonctifs présents en l'espagnol et l'anglais, ça n'existe pas. L'espagnol existe aussi dans l'anglais, mais était démodé, on dit, parce qu'il était surplanté pour les modal verbes, on dit ça, parce que pour l'anglais, c'est plus facile. Ce phénomène s'appelle l'économie de langage. Alors, dans ce cas, pour la problématique, c'est ça qu'il y a une interférence interlinguistique. Ça, c'est le type d'erreur. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser la population de niveau seul, V1, pour faire ce type de recherche. C'est une recherche mixte. Alors, les escape games, ça, c'est qu'on va faire comme proposition. On va faire un traitement pédagogique pour traiter ce type d'erreur parce qu'il y a différents types d'erreurs. Il y a des lapsus, il y a la fossilisation, il y a l'erreur. Et il y a deux groupes d'études, un groupe d'épreuves où j'ai fait les escape games et il y a un groupe de contrôle. La différence entre un groupe de contrôle et les groupes d'épreuves, c'est que les groupes de contrôle, on va utiliser la grammaire de communication et les groupes d'épreuves, on va utiliser les jeux d'évasion. Puis, on va comparer qu'est-ce que c'est mieux, la grammaire de communication, que ça, c'est les méthodes que s'utilisent à la UNAM Los Angeles, et ce que je propose. Et qu'est-ce qui c'est mieux? Et finalement, les points grammaticaux, ça c'est les subjonctifs présents où j'ai proposé d'analyser 9 points ou les neuf façons de l'utiliser pour exprimer les souhaits, pour exprimer la probabilité, la peur et des autres choses comme ça. Alors, comme ça, c'est de proposer un traitement ludique, pédagogique, qui vise à traiter les erreurs d'interférence interlinguistique où c'est évident de former et utiliser la langue pour les fonctions. Alors, ce qu'on propose, c'est un peu ambitieux, mais bon, je vais présenter les résultats. C'est pour ça que j'ai concursé, on dit, pour appliquer ces projets à l'étranger. Ces projets étaient composés de 3 parties importantes. C'est la théorie des langues, la théorie d'apprentissage et la grammaire pédagogique. Par rapport à la théorie des langues, on va utiliser deux, la théorie fonctionnelle et la théorie structurelle. La théorie fonctionnelle, on va utiliser Hallyday parce qu'il parle de la sémantique et aussi l'unité socio-émotionnelle. Ce que les usagers de la langue, les apprenants, vont identifier pour ce qu'ils viennent d'apprendre. Et la théorie structurelle, dans ce cas, on va utiliser à cette femme qui s'appelle Beristain, Elena Beristain, pour bien utiliser les structures de la langue, dans ce cas, les subjonctifs. Final, on va passer à la théorie d'apprentissage, où on va utiliser le socioconstructivisme pour développer 12
deux compétences, la compétence communicative et la compétence d'interaction. La compétence communicative va nous aider à bien parler, mais la compétence interactive va nous aider à développer l'amitié entre les étrangers. Parce que le Mexicain, comme nous sommes bien accueillants, mais les étrangers sont pas bien réactifs à s'intégrer. Et finalement, ce qu'on va utiliser pour la langue, c'est les méthodes cognitives conductuelles. Dans ce cas, on va introduire la langue petit à petit, dans petits extraits, dans les instructions. Comme je vais vous expliquer dans les jours d'évasion, toutes les instructions et tous les modèles de langue sont déjà implicites et inductifs pour que les élèves puissent l'utiliser dans les cas de l'input, les outputs et les intake. Alors, dans ce cas, la langue est à être immersée et ça, c'est inductif. Et finalement, la grammaire pédagogique va nous aider à bien l'appliquer. C'est la grammaire fonctionnelle appliquée pour la théorie fonctionnelle, la grammaire implicite parce que c'est déjà utilisé pendant tous les jeux. Et finalement, le point grammaire, ça c'est les subjonctifs. On peut utiliser des autres choses que les subjonctifs présents, pas passés. Et dans ce cas, on va passer à la deuxième partie, qui ça, c'est le cadre méthodologique. Comme je vais évaluer ce qu'on vient d'apprendre, on doit le faire pendant trois parties, avant, pendant et après. Avant, je dois faire un pré-test. Je vais vous présenter comment j'ai fait ça. Ça s'appelle en espagnol juicio de gramaticalidad. Alors, dans ce cas, je dois évaluer rapidement ce que les apprenants doivent savoir. Dans ce cas, je dois mesurer entre l'infinitif et le subjonctif pour bien savoir ce qu'il doit faire et comment doit faire avec des phrases subordonnées et avec des autres phrases qui puissent impliquer la fonction et le mode verbal. Des autres, pour le post-test, c'est après les cours. Ça, c'est le même, mais c'est différent. Vous pouvez voir, confío en que tengas razón, ça c'est acceptable, pas acceptable ou inacceptable. Et finalement, ça c'est le test de la fonction communicative que ça va nous aider après le jeu pour savoir si vous, les élèves, avec la théorie de Halliday et le jeu, si les personnes puissent bien attribuer la fonction de mode subjonctif. Alors, dans ce cas, on va savoir si le traitement pédagogique avec les jeux a été bien utilisé. Alors, dans ce cas, on va mesurer, on va évaluer l'intervention, l'interaction, la communication, la langue et aussi le jeu. Alors, dans ce cas, ce qu'on voit, me choca que no llegue ese tiempo. Ça, on n'enseigne pas dans un cours de langue, mais ici, on va utiliser la langue de la rue, la langue quotidienne, pour, pour bien voir si les personnes puissent identifier ça. 5 minutes. Alors, oui, merci. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va voir. Ça, c'est comme on doit planifier le traitement ou les jeux. On doit le planifier, on doit le structurer et finalement, on doit sélectionner comment on doit créer les 4 pas d'un escape game. Il faut l'analyser, puis on doit créer les scénarios. Les énigmes sont très importants pour créer un autre monde et finalement, on doit aller à escape game. Finalement, il y a deux versions. Ce sont à l'autonomie. Vous pouvez voir que les professeurs doivent quitter les rôles de professeurs. Ils deviennent le maître de jeu. Dans ce cas, les professeurs doivent devenir l'input vivant. Dans ce cas, toutes les instructions doivent être lancées dans les modèles de grammaire que vous voulez enseigner. Et c'est pour ça que vous devez le faire tout le temps. Et vous devez utiliser le théâtre pour bien réussir. Et pour ça, quand je suis entré à Los Angeles, je me suis rendu compte que je devais adapter. Alors, j'utilisais la salle de classe pour tout traiter la salle de classe comme un escape game. Alors, j'utilisais l'écran et les projecteurs pour créer l'escape game. Et puis, j'ai caché toutes les pistes dans la salle. Et pour ça, on avait utilisé les subjonctifs comme la clé
pour bien réussir. Après ça, on peut utiliser la grammaire inductive pour arriver à bien expliquer. Et finalement, dans ce cas, avec le pré-test, on avait les 25% et le post-test, les 38,4%. Ça nous a dit qu'on avait une argumentation. Les jeux étaient évidemment bien faits, a réussi à aider aux élèves. Alors, ce que je vous recommande, c'est de bien faire ça, de s'impliquer à utiliser les escape games. Et ça, c'est les données. Il y avait un 88,5% d'effectivité de traitement pédagogique et je vais vous partager un jeu si vous voulez voir un échantillon pour scanner cette code que j'ai fait. Si vous voulez le voir, il faut le faire comme ça. Vous devez avoir les règles, les instructions et les codes. Je vais scanner si vous voulez le tester. Voilà. Si vous voulez consulter aussi les projets, c'est déjà pour tous à tesiunam.com et vous devez seulement taper ici Game Over. Et voilà, c'est déjà là. Il faut chercher titre, Game Over. Voilà, c'est le numéro 1. Et la thèse, la mémoire, c'est à consulter pour tous. Alors, si vous voulez, encore une fois, voilà, c'est déjà comment conceptualiser, comment créer pas à pas les traitements, les erreurs, les points, les cadres, les traitements, les résultats, les références et les annexes. Et bon, je suis prête pour les questions. Alors, on va garder Merci beaucoup pour la présentation. On va garder les questions pour la fin, hein, une fois que tout le monde sera passé. Merci beaucoup, fort intéressant. Et je laisse la parole à Vincent Sumeau. Je pense que je l'ai vu dans la salle. Je suis ici. C'est Ah, ben correct? c'est parfait. On vous entend parfaitement. Ah, Oui, super. oui, le problème est réglé. Donc, je ne sais pas si vous voulez projeter votre présentation, si vous en avez une. Oui. Et juste pour que la personne suivante se prépare, directement après Vincent Soumo, nous aurons la présentation de Fabiane Santiago. Donc, on vous écoute si vous êtes prêts. Voilà, parfait, très C'est bien, correct? Ok. correct. Donc, merci et bienvenue à cette communication qui a pour titre Connaissance et utilisation de l'intelligence artificielle de la part de professeurs et d'étudiants dans le cadre de cours de formation à la recherche au niveau licence au Mexique, le cas de la BOAP. Excusez-moi, j'ai la voix un peu rock ce matin. Donc, pour remettre un petit peu en contexte, il est à rappeler qu'au Mexique, un des moyens donc, de diplomation des étudiants de licence est la réalisation d'un projet de recherche, d'un mémoire de recherche. Et ce travail se déroule dans le cadre de l'institution BOAP à travers trois cours, comme je pense que c'est le cas dans différentes institutions, qui sont méthodologie de la recherche, séminaire 1 de recherche 1 et séminaire 2 de recherche. De plus, avec l'introduction de l'IA dans le monde éducatif, beaucoup de questions se posent sur l'utilisation de ce type d'outils, aussi bien de la part des étudiants que de la part des professeurs, comme cela a été mentionné ce matin en première dans la plénière, non? Et évidemment, le domaine de la recherche n'est pas exclu de ces préoccupations. Du reste, il existe tout un ensemble de recherches qui portent sur l'utilisation de l'IA en éducation supérieure. Une recension des CRIC que nous avons réalisée sur le moteur de recherche EBSCO entre 2014 et 2024 nous a fait ressortir plus de 100 travaux sur sur ce thème-là, dont 13 étaient focalisés sur l'IA et son utilisation en recherche. Parmi ces 13-là, il y avait aussi des revisions systématiques des littératures, ce qui montre qu'il y a quand même pas mal de travail qui est fait là-dessus. Mais en ce qui concerne le niveau de licence, nous avons trouvé peu de travaux, seulement trois. Ces trois travaux
souligne des résultats plutôt insatisfaisants d'utilisation de l'IA de la part des étudiants dans le cadre du travail de recherche, non? Notamment le peu d'impact sur le développement de la compétence, de compétences en recherche, et aussi une utilisation de l'IA qui limite le développement de la pensée critique et l'analyse pertinente sans réelle, pardon, analyse pertinente de l'information. Mais aussi, ces travaux pointent le doigt du rôle, de l'importance du rôle du professeur comme guide justement pour une utilisation objective, responsable et éthique de l'IA pour la recherche. De ces constats, donc, est née notre préoccupation d'essayer de comprendre comment l'IA était intégrée ou est intégrée dans la formation à la recherche des étudiants de licence et plus tard de proposer éventuellement de travailler sur des stratégies pour en améliorer l'utilisation. Au niveau conceptuel, il existe différentes recherches qui donnent une espèce de typologie, de classification de l'utilisation qu'on peut faire de l'IA dans le cadre de la recherche. Ici, vous avez quelques éléments. Par exemple, l'aide à la recherche et à la sélection de sources, ça c'est très commun. L'aide à l'interprétation de contenu graphique, l'aide à l'extraction d'informations ou de données ici d'articles, l'aide à l'élaboration d'idées aussi, d'hypothèses pour orienter et développer un projet de recherche, l'aide à l'élaboration d'un plan de recherche complet, l'aide à l'identification de vides de la recherche, à la synthèse d'informations issues d'articles aussi, à la rédaction académique, aide à la vérification de la conformité éthique et à l'évaluation des enjeux éthiques aussi, aide à la détection du plagiat et aide à la diffusion de la recherche. Donc nous avons utilisé ces différents éléments théoriques pour élaborer nos instruments de collecte et analyser bien sûr les éléments que nous avons. Alors au niveau méthodologique, nous sommes dans une phase actuellement exploratoire qui vise à identifier les connaissances et l'utilisation de l'IA dans les cours de formation de recherche des acteurs éducatifs, des professeurs et des étudiants, de deux licences de la faculté de langue de la BOAB, celle d'enseignement du français, l'EF, et celle d'enseignement de l'anglais, l'EI. Pour cela, nous avons appliqué deux questionnaires, un pour les professeurs et un pour les étudiants, qui étaient composés de trois thèmes. Un premier relatif aux connaissances sur l'utilisation de l'IA dans le cadre de la recherche, sur leur utilisation et les expectatives de formation. En ce qui concerne les sujets, alors les professeurs chargés de cours de recherche de l'ALEF et de la LEI, nous avons pris en compte les professeurs qui pendant la période de printemps et automne, printemps 2026 et automne 2025 avaient donné des cours de recherche, ce qui normalement donne des cours de recherche. Il y avait à peu près 33 professeurs, il y avait, et 22 sujets ont répondu. Quant aux étudiants, ça a été plus compliqué. On a vraiment très peu de sujets qui ont répondu. Mais bon, ça permet d'avoir une petite idée un petit peu de ce qui se passe, non? Donc la première question qui portait sur les utilisations de l'IA en recherche sont-elles connues de la part des acteurs éducatifs? On voit qu'il y a des connaissances qui sont partagées entre les professeurs et les étudiants sur l'utilisation de l'IA, notamment aider à l'amélioration de la rédaction et aider à la synthèse d'idées d'information et à la détection du plagiat. Et il y a en rouge, ce qui apparaît en rouge, ce sont des utilisations qui sont différentes, enfin des connaissances d'utilisation qui sont différentes chez les professeurs et chez les étudiants, notamment rechercher et sélectionner des sources et évaluer les problèmes éthiques du côté des professeurs, alors que chez les étudiants, c'est plus extraire des informations ou donner à partir d'articles ou élaborer des questions, des hypothèses pour aider à orienter le travail de recherche. Donc cela, le graphique que vous voyez, ce sont les utilisations les utilisations les plus connues. Ici, vous avez des utilisations aussi très connues, un peu moins connues en pourcentage, mais qui sont quand même très connues, relativement bien connues, on va dire, par les étudiants et par les professeurs. Donc, de manière partagée, vous avez la vérification de la conformité éthique, l'aide à la socialisation de la recherche, vérifier et de manière ce que les professeurs disent connaître comme utilisation, à la différence des étudiants, c'est l'extraction d'informations des données, l'analyse des données recueillies et l'élaboration de questions d'hypothèses pour aider à orienter le travail de recherche. Pour les étudiants, c'est plutôt rechercher et sélectionner
des sources, évaluer des problèmes éthiques et interpréter et utiliser des contenus graphiques. Dans cette diapositive, nous avons des utilisations qui sont moins communes, mais d'une manière générale, on peut dire que les connaissances quant à l'utilisation de l'IA dans le cadre de la recherche sont relativement, enfin, la majorité des individus, que ce soit des professeurs ou des étudiants, connaissent, ont une amplitude de connaissances de ces utilisations. Nous avons aussi posé la question de la raison pour laquelle certaines personnes n'utilisaient pas l'IA. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que sur 22 professeurs, 8 professeurs disent ne pas utiliser l'IA dans le cadre donc, du travail de la formation à la recherche, alors que seulement 4 étudiants disent ne pas le faire. Donc, il y a à peu près un tiers des professeurs interrogés, même s'ils ne sont pas, ce n'est pas une quantité énorme, qui disent ne pas utiliser. C'est quand même pas mal par rapport aux étudiants. Quant aux raisons invoquées, ben, nous avons la crainte que l'IA se substitue au travail cognitif de l'étudiant qui se forme en recherche. Nous retrouvons cette idée chez les étudiants, hein, avec un sentiment de ne pas développer une pensée critique. Un manque de formation aussi des professeurs à l'utilisation de l'IA, la même chose chez les quelques étudiants, une mauvaise connaissance des outils d'IA, et une crainte d'une utilisation non éthique de la part des étudiants. Pour les étudiants, un sentiment de ne pas faire son travail par soi-même et un manque aussi finalement de recul scientifique sur l'impact des effets de l'utilisation de l'IA en recherche de la part, comme raison donnée par les professeurs. Ah, c'est bloqué. OK. Dans la diapositive suivante, nous avons abordé l'utilisation. Quels étaient donc les... Ah oui, voilà. Quelles utilisations les outils d'IA sont majoritairement enseignés par les professeurs dans ces cours de formation à la recherche? Alors, les deux principales utilisations enseignées sont la recherche et la sélection de ressources, de sources, pardon, à travers Google Scholar, Copilot Perplexity aussi, et ChatGPT, et l'aide à la rédaction à travers Grammarly, parce que pour la majorité, il y avait beaucoup d'étudiants d'anglais, de professeurs donnant des cours de formation à la recherche pour la licence en anglais, ChatGPT et Language Tool. Les utilisations moins communes chez les professeurs, c'est la structuration du travail de recherche, l'organisation des idées, l'aide à la socialisation à la recherche et l'extraction d'informations d'articles. Du côté des étudiants, on peut s'apercevoir que ce qui est le plus utilisé, c'est l'aide à l'orientation du travail de recherche. En effet, beaucoup d'étudiants mentionnent utiliser l'IA pour qu'il leur demande d'élaborer les idées, les hypothèses, de rechercher les éléments manquants dans certaines parties du travail de recherche, de trouver bien sûr des informations, de structurer les idées, de les rendre plus cohérentes, qu'il y ait une plus grande cohésion dans le travail, etc. Et ils utilisent notamment des outils comme Copilot, Gemini, Grok, ChatGPT et Rabbit. Puis vient encore trois autres utilisations qui sont les mêmes que celles des professeurs: aide à la rédaction en langue étrangère, aide à la recherche et sélection de ressources et l'aide à l'extraction d'informations. 5 minutes, il vous reste. OK. Dans la diapositive suivante, nous nous interrogeons sur les outils, sur les précautions prises au niveau éthique lors de l'utilisation de l'IA. Ce qu'on peut voir en rouge pour les professeurs, c'est au niveau, ils considèrent très important de prendre en compte le plagiat, bien sûr, et aussi une utilisation modérée de l'IA pour la formation à la recherche, et aussi le fait de prendre en compte la transparence, que l'utilisation de l'IA soit transparente et qu'elle soit faite avec un esprit critique. Quant aux étudiants, eux, c'est essentiellement le plagiat, l'utilisation modérée, mais aussi que l'IA, le fait d'interroger l'IA, mais aussi d'essayer de valider scientifiquement les sources qui ressortent de l'IA lorsqu'ils les interrogent. OK. Les utilisations de l'IA considérées comme pertinentes pour la formation des étudiants. Alors là, on voit que c'est pour les professeurs, encore une fois en rouge, encore une fois la recherche et la sélection de sources, surtout l'amélioration de la rédaction académique et aussi l'extraction d'informations à partir d'articles. Pour ce qui est des étudiants, c'est surtout la vérification de la conformité éthique,
La formulation, encore une fois, cette idée d'orientation, hein, formuler des questions, des hypothèses, essayer de demander des informations manquantes à l'IA, et aussi l'amélioration de la rédaction académique, comme je le disais. Ok. Alors, d'une manière générale, en analyse première, on peut voir que, en ce qui concerne les connaissances et les utilisations de l'IA de la part des professeurs et des étudiants, les connaissances, que ce soit chez les étudiants ou les professeurs, sont assez amples. L'utilisation de l'IA est plutôt faible en quantité, c'est-à-dire en nombre de professeurs qui l'utilisent, alors que les étudiants, elle est plutôt forte. L'IA chez les professeurs est plutôt utilisée comme un appui, apparemment, hein, chercher et sélectionner des sources, qui doit permettre de chercher et sélectionner des sources, de prendre en compte des aspects éthiques, d'aider à la rédaction, à la détection du plagiat. Chez les étudiants, on a plus l'impression que l'IA est utilisée comme un interlocuteur qui facilite le cheminement tout au long du travail de recherche. Pourquoi? Parce qu'il mentionne surtout utiliser l'IA pour orienter le travail, élaborer des idées, demander des informations manquantes, faciliter l'analyse aussi et améliorer la rédaction en langue étrangère. En ce qui concerne les précautions, ce sont les mêmes plus ou moins apparemment de ce que disent les professeurs et les étudiants, hein. L'utilisation éthique de l'IA et l'utilisation réfléchie et modérée de l'IA. Pour ce qui sont des expectatives, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu dans l'utilisation, c'est-à-dire que pour les professeurs, l'expectative, ça va plus vers l'utilisation de l'IA comme appui au travail de recherche, alors que pour les étudiants, c'est plus comme une personne ressource, hein, comme un interlocuteur privilégié qui doit faciliter la réalisation du travail de recherche, mais toujours mais dans un souci de conformité, hein, notamment conformité et de souci éthique, par exemple de conformité éthique et de, et de, et de plagiat, non? Enfin, le travail à venir avec un groupe de travail des professeurs donc de la même faculté de langue, l'idée est de mettre en place des stratégies ou des activités d'enseignement de l'IA en recherche visant un usage objectif, éthique et responsable de l'IA. Donc, sur la base de cette première exploration, je pense que le travail que nous allons devoir mettre en œuvre est de connaître plus en profondeur les stratégies et activités d'enseignement de l'outil IA par les professeurs, la même chose chez les étudiants, hein, connaître plus en profondeur les utilisations de l'IA chez les étudiants, notamment cette idée en se focalisant sur cette idée d'aide au cheminement, hein, comment ils travaillent ça. Et ensuite, améliorer la connaissance des outils d'IA, hein, notamment une utilisation pédagogique pour l'enseignement de l'IA dans le cadre de la recherche. Élaborer aussi des stratégies donc, et des activités ou des activités d'enseignement de l'IA qui respectent une utilisation donc, objective, éthique et responsable, et mettre en œuvre des stratégies ou des activités visant et évaluer bien sûr leur portée. Donc on est plutôt ah, dans une démarche plutôt de recherche-action où on va essayer entre étudiants et professeurs d'améliorer un petit peu cette utilisation de l'IA. Donc voilà les références que j'ai faites. Et Merci beaucoup, Vincent. Je pense qu'il y a déjà pas mal de questions qui sont en train d'être formulées sur le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions, comme ça nous les avons, nous pouvons déjà nous préparer pour la partie des questions. Je vous remercie beaucoup, extrêmement intéressant, et je laisse la parole à Fabienne. Fabienne, Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Je vais essayer de partager mon écran, mais il me semble que je dois avoir l'autorisation. vous l'avez normalement. Il faudrait juste que, Vincent, si vous retirez Ah oui. Mhm. votre partage, et normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour Oui, partager votre présentation. d'accord. Alors, je continue à voir toujours la présentation de notre collègue. Et Oui, Vincent, si vous voulez juste fermer votre présentation. Voilà. OK. Donc là, je vais partager mon écran et je vais partager l'audio parce qu'il y a des audios. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous regardez ma présentation. Oui, ça vient. La seule chose, si vous pouviez D'accord, la très bien. mettre en plein écran, Oui. Est-ce que c'est bon? c'est bon, parfait. Paris Parfait, 8. très bien. Bon, merci beaucoup, Anne. Nous allons passer donc à un autre sujet qui relève de la prononciation de la phonétique. Donc, on va changer un peu la thématique. Donc, je vais présenter des résultats
à partir des corpus riches en fait que j'ai pu compiler au Mexique, à partir de la production orale des apprenants mexicains de français langue étrangère. Et donc l'étude que je vais présenter va porter sur les interactions entre la prosodie et la phonétique, pour arriver en fait à un élément que je considère important qui va concerner l'importance des interactions. Donc l'idée générale, c'est que en didactique des langues, en fait, quand on parle de la prononciation, les activités didactiques qui portent pour améliorer la prononciation des apprenants vont prendre comme base plusieurs postures théoriques, considèrent que la prosodie, c'est l'élément crucial pour l'acquisition du segmental. Segmental, je veux dire consonnes et des voyelles, comme c'est le cas de la méthode verbotonale, ou bien dans la partie anglo-saxonne également, il est considéré que l'accentuation, par exemple, est la base de la prononciation des voyelles en anglais L2. Ce qui est assez naturel parce qu'en anglais, nous avons la réduction vocalique. Et donc, ces types de postulats sont considérés en salle de classe et même des études ont montré que l'intonation et la prosodie peut être beaucoup plus importante dans l'intelligibilité que la prononciation des segments. Ce qui veut dire que les apprenants, quand ils produisent des patrons prosodiques canoniques, en fait, ils sont beaucoup plus intelligibles, même s'ils ont des problèmes au niveau de la prononciation des voyelles et des consonnes. Mais il est clair que même si on considère dans ces postures que la prosodie peut jouer un rôle important pour l'acquisition des segments, à ma connaissance, en fait, il n'y a pas beaucoup d'études empiriques qui les montraient. Donc, l'esprit de cette présentation, c'est d'illustrer et de clarifier ces interactions. Or, je prends comme cas théorique les liens qui existent entre la prosodie et le segmental à partir des langues naturelles, à partir du terme du renforcement prosodique, qui prédit en fait que la structure prosodique peut moduler la façon de produire les consonnes et les voyelles. Ce qu'on connaît dans la littérature avec le terme prosodic strengthening. Et que ça veut dire quelque chose de très simple, hein. Ça veut dire que les propriétés articulatoires et acoustiques des consonnes et des voyelles sont renforcées en position prosodique forte. C'est-à-dire que lorsque ces voyelles et ces consonnes sont produites, par exemple, dans des syllabes accentuées, ou lorsque ces consonnes et ces voyelles sont proches des constituants prosodiques, que ça peut être des syntagmes intonatifs, ou proches des frontières de ton, ou lorsque nous faisons un focus, ces consonnes et ces voyelles sont renforcées. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ces voyelles et ces consonnes vont renforcer les traits distinctifs de ces voyelles. Pour le dire en mot, en fait, la voyelle U, par exemple, qui est une voyelle arrondie, lorsqu'elle est produite dans un sommet mélodique montant, normalement, cette voyelle, elle est beaucoup plus arrondie que lorsque cette voyelle n'est pas proche d'une frontière prosodique. Je vais essayer d'illustrer cet exemple du renforcement prosodique. J'espère que vous allez écouter le son. Donc là, vous allez écouter un énoncé produit par un natif francophone. Donc je vais le jouer. Tu sais, maman, je me régale à Cassis. Ok, donc dans cet énoncé court et bref, on va se focaliser sur les deux voyelles A qui sont en rouge. Quand vous regardez la réalisation de ces voyelles, vous voyez que les deux voyelles en rouge, les deux voyelles A, vont avoir des propriétés acoustiques différentes. Dans le premier cas, comme vous le pouvez voir, le tracé de l'F0 qui va représenter la mélodie de la voix, en fait, va nous montrer que la première voyelle est accentuée, effectivement, alors que la deuxième ne l'est pas. Alors, cette accentuation sur ces voyelles vont avoir une répercussion dans la production de ces voyelles. Comme vous pouvez les constater, la première et la deuxième, qui est accentuée et non accentuée respectivement, va avoir en fait une répercussion dans l'allongement temporel. Donc, les voyelles accentuées sont beaucoup plus longues que les voyelles inaccentuées, comme vous pouvez le voir. Mais également, il va y avoir en fait un renforcement des traits articulatoires que j'utilise en phonétique acoustique, qui va parler en fait de la composition spectrale de ces voyelles. Je vais essayer de jouer un peu la première voyelle, même si elle est très brève, pour que vous entendiez comment cette voyelle est produite de façon très canonique, c'est-à-dire qu'on entend bien une voyelle A, donc c'est très court le son. Alors que dans le deuxième cas, la voyelle inaccentuée, elle va avoir une tendance vers la centralisation, donc elle est plus brève, et n'est pas produite comme un A, mais plutôt, si vous l'entendez, comme un B. Pardon. Donc c'est ça ce qui illustre en fait le renforcement prosodique. L'idée est relativement simple, c'est-à-dire que l'accent va faire que les voyelles soient renforcées et qu'elles soient produites de manière plus canonique.
Donc, les questions de recherche qu'on s'est posées depuis quelques études, donc je vais illustrer simplement une des études, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les apprenants. Est-ce que les apprenants, quand ils produisent des accents en français, est-ce qu'ils vont effectivement renforcer les voyelles et que les voyelles compliquées, en l'occurrence chez les hispanophones, comme c'est le cas de U, OU, ça c'est bien connu, ou les voyelles et E, est-ce que ces voyelles, elles sont mieux produites lorsque ces voyelles sont accentuées? Et d'autre part, quelles seraient les conséquences ou les répercussions pour la didactique de la prononciation français langue étrangère. Donc, les données proviennent de deux corpus qui sont des corpus assez riches. En fait, le corpus Correil et IPFC espagnol du Mexique, dont je suis le responsable, qui va compiler la parole au total des 46 participants. Donc, 46 apprenants hispanophones du Mexique qui ont participé à l'étude avec deux niveaux de langue différents, A2 et B1, et qui ont réalisé plusieurs tâches. Donc, le corpus, il est assez large. Les apprenants, ils ont produit des... En fait, ils ont fait une tâche de répétition des mots isolés, la lecture des mêmes mots sans l'orthographe pour évaluer l'impact de l'orthographe, la lecture de texte, description d'images, une narration, un jeu de rôle et une interview. Donc au total, nous avons recensé plus de 400 000 segments qui sont tout à fait analysables. Donc c'est en fait un corpus, deux corpus qui sont assez riches et qui sont disponibles en fait. Euh, si je peux rebondir là-dessus plus tard. Donc la question était très simple, était d'évaluer en fait si les voyelles accentuées ou non accentuées avaient un effet dans la réalisation de ces voyelles. Donc nous avons extrait de ce corpus les voyelles accentuées et non accentuées à partir d'un algorithme que nous utilisons en phonétique, un système polytonien. Et donc nous avons calculé les voyelles en question pour voir si les voyelles qui étaient accentuées avaient des différences spectrales différentes des voyelles inaccentuées. Donc ici, vous voyez un exemple d'un énoncé qui a été produit par un locuteur, ma sœur a un père bleu de l'obscurité. La première voyelle E, elle est accentuée, alors que la deuxième ne l'est pas. Donc comme ça, nous avons catégorisé les voyelles en question, U, OU et E, et dans deux catégories, accentuées et non accentuées, et voir si les voyelles étaient mieux produites. Comment nous avons calculé donc et mesuré cette performance? Nous l'avons fait à partir des scores de Pillay qui va calculer en fait le chevauchement acoustique entre ces voyelles. J'essaye d'illustrer ça sans que ce soit trop technique pour vous, mais en réalité, l'hypothèse était très simple. En fait, les voyelles non accentuées, pour les apprenants, par exemple, on dit assez souvent que les apprenants confondent la voyelle E avec la voyelle E. Donc, en l'occurrence, ils remplacent la voyelle E par E. Et donc, les voyelles non accentuées vont se chevaucher acoustiquement comme vous les voyez dans les deux cercles. Mais si l'accent a un effet positif, on voulait voir donc que ce chevauchement serait moins important et que les deux voyelles vont avoir deux catégories acoustiques différentes. Et à partir de ces Pillay scores qui tiennent compte en fait de trois premiers formants, nous permettent de savoir si les apprenants produisent mieux ces voyelles. Donc j'arrive au résultat. Donc effectivement, on voulait confirmer si l'accent avait des effets positifs dans la réalisation de ces voyelles. Et donc là, ici, vous avez en fait les ellipses qui vont illustrer les voyelles, les deux premières voyelles en question, la voyelle E et la voyelle E. Donc dans les ellipses bleues, vous avez donc les voyelles non accentuées et en rouge lorsqu'elles sont accentuées. Et vous voyez en fait que le chevauchement, c'est-à-dire en fait où les ellipses vont se chevaucher, est beaucoup plus important lorsque les voyelles non sont accentuées par rapport à celles qui sont accentuées. Donc effectivement, nous avons trouvé que l'accent a des effets positifs dans la distinction de ces deux voyelles. Je vous donne un exemple que j'ai trouvé dans le corpus, mais il y en a plusieurs. Donc ici, vous voyez un apprenant qui a produit la voyelle E dans les mots bleus lorsqu'elle n'est pas accentuée, lorsqu'elle est accentuée. Donc ici, vous écoutez le mot quand il n'est pas accentué, donc c'est le mot bleu. blé, 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 Donc là, vous arrivez à entendre que c'est pas un E complètement du français, mais c'est plutôt blé entre blé bleu. Et là, c'est le cas de la voyelle bleue, mais cette fois-ci quand elle est accentuée. Et c'est le même mot, par le même apprenant. blé, blé, Donc je vais jouer les deux, le premier. blé, blé, Donc vous voyez que l'acoustique en fait change complètement, et de par le fait que l'apprenant a produit un accent.
Donc, on était satisfait, on était content, on s'était dit, oui, pour la voyelle E, il semble que la prédiction est confirmée, mais pour les voyelles U, OU, nous avons trouvé, en fait, un chevauchement très, très, très important. En fait, que les voyelles U, OU soient accentuées, comme vous le voyez dans les ellipses, en fait, il y a un chevauchement assez important quand elles ne sont pas accentuées. Il y a une tendance à voir en fait une certaine différence, comme vous le voyez sous les graphiques, mais les statistiques nous ont montré que effectivement les apprenants continuent à chevaucher les deux voyelles dans une même catégorie. Donc ici, nous avons vu que la présence d'un accent ne permet pas de différencier la voyelle U de la voyelle OU. Ici, vous avez un exemple donc d'une apprenante qui a produit le mot voiture en parole spontanée, donc avec un accent, effectivement. Donc là, vous allez l'écouter. En voiture, en voiture, Donc vous voyez ici que la voyelle U ici, vous voyez le contour mélodique qui est montant et que effectivement, malgré la présence de l'accent, en fait, la voyelle, elle est confondue avec la voyelle OU. Voilà, donc c'est en gros, c'est ça ce que nous avons pu repérer dans les études. Effectivement, que ce type d'analyse, nous l'avions déjà fait avec d'autres types de voyelles. Ici, de par le fait du temps, je voulais simplement illustrer et c'est que ce que ça donne lorsqu'on utilise ce type de données. Et effectivement, ça nous amène en fait à la réponse de notre première question. Est-ce que les apprenants, effectivement, s'appuient sur les éléments prosodiques pour réaliser ces voyelles qui sont souvent difficiles? Je tenais à dire en fait deux choses en fait pour répondre à cette question. La première question, c'est que dans la plupart de descriptions, on dit que les apprenants, ils ont des difficultés à prononcer la voyelle E. Donc, je sais que les enseignants de français, ils me disent assez souvent que ça, c'est un problème chez les hispanophones, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que les apprenants, ils arrivent à produire la voyelle E, mais pas partout. C'est-à-dire qu'en fait, cette voyelle E peut émerger lorsqu'elle est produite avec un accent. Donc, pour cette paire, les apprenants, ils arrivent finalement à produire deux voyelles différentes, mais effectivement, pour le cas de OU, U, là, on voit en fait que la présence de l'accent n'a pas ces effets positifs qu'on avait vus dans la première paire. Ce qui nous amène Deux à minutes. penser que, Excusez-moi, Fabienne, 2 minutes. oui, oui, j'arrive à la fin. Ce qui nous amène à penser en fait que le transfert de la langue maternelle est beaucoup plus forte pour cette paire de voyelles. Donc effectivement, la voyelle U semble être résistante en fait aux effets de la proso. Peut-être que la voyelle U, elle est mieux produite lorsqu'elle est produite en position de question terminale, etc. Ça, c'est quelque chose que nous devons explorer. Finalement, j'arrive à la conclusion. Ben alors, mais quelle est l'importance de voir ce type de constat à partir des données riches et des données acoustiques? Ben, la première chose, c'est qu'effectivement, la prosodie semble favoriser la catégorisation des voyelles. Pourquoi? Ben, il y a deux hypothèses. La première, c'est que les apprenants, dans ces positions, ils arrivent à récupérer l'acoustique du signal, puisque ces voyelles sont produites en fait avec un timbre beaucoup plus clair, et donc l'acoustique, ils arrivent à récupérer les indices acoustiques, ces voyelles qui sont difficiles, et de par le fait que, comme je le disais, que ces voyelles accentuées, elles sont plus longues, donc les apprenants peut-être qu'ils ont le temps de pouvoir cibler le geste articulatoire, alors que dans des positions inaccentuées, peut-être qu'ils n'arrivent pas encore à maîtriser le geste articulatoire. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous semble intéressant. Pour finir, en fait, si vous connaissez un peu la méthode de la retournelle, je sais qu'il y a une suite aussi après ma présentation, ça on le préconisait depuis les années 70. Mais ces affirmations n'ont jamais été vérifiées empiriquement. À ma connaissance, il n'y a pas d'étude acoustique qui ait montré que la prosodie a des effets sur l'acquisition des voyelles. Une étude relative de ma collègue Al-Azhar a montré que il y a des effets sur l'affluence, mais pas sur les voyelles parce que ça dépend de l'entraînement et ça dépend aussi de la langue maternelle. En l'occurrence, pour les anglophones, il semble que l'accent ait moins d'accent. Donc, le message à retenir de toute cette présentation assez rapide, c'est que la grammaire de l'apprenant n'est pas modulaire. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que les composantes entre la prosodie et les segments interagissent. C'est-à-dire que dans la grammaire, ces deux domaines vont avoir des complexes, des liens très complexes, et que, effectivement, un de ces exemples, parce que il y a d'autres exemples qui sont plus complexes, c'est que la production des contours mélodiques
peut favoriser les aspects de l'acquisition de la prononciation. Il ne faut pas oublier que la prosodie va effectivement avoir un effet positif dans l'acquisition des consonnes et des voyelles. Donc, j'arrive, je pense, à la fin de ma présentation, en espérant que ce n'était pas trop technique, et je vous remercie de votre attention. J'espère avoir respecté le temps. Oui, on est juste dans le temps. Merci beaucoup, Fabiane. J'arrête le partage. Oui, s'il vous plaît. Et j'invite à tous les participants de verbaliser par écrit leurs questions afin que nous les reprenions dans la partie de discussion finale. Merci beaucoup, Fabiane. Je laisse la parole à l'intervenant suivant, qui est Livière Lizarraga. Et nous continuons en fait sur cette partie de la partie de phonétique, phonologie. Donc, Livière, si vous êtes présente, je vous laisse Oui, partager. j'interviens. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais partager ma présentation. Ok. J'espère que vous arrivez à voir. Oui, Je me présente. c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Livia Lissarraga et je veux présenter aujourd'hui l'intonation comme clé de l'intelligibilité vers un travail prosodique intégral et conscient en classe de FLE, étude des cas auprès d'étudiants mexicains. Et c'est un travail que je suis en train de développer parce qu'il s'agit de mon mémoire de master. Donc, j'étudie la maestría en estudios francófonos à l'Université de Guadalajara. Et donc, c'est un projet qui est presque fini. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les premières analyses, les premiers résultats de cette recherche. Donc, comme introduction, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, nous avons vu que au cours des années, la correction de la prononciation en classe de français a été plus axée sur des aspects segmentaux, c'est-à-dire les phonèmes, l'articulation des sons, mais on apportait peu d'attention à l'intonation et aux aspects suprasegmentaux parce qu'on suppose que cet aspect vont être acquis de manière naturelle. Et aussi, il y a un nombreux débats sur l'accent étranger, c'est-à-dire si l'accent dit natif est indispensable ou non pour la compréhension, quelle est l'importance de respecter certains patrons intonatifs et rythmiques? Et aussi, il y a une absence de guide pour les professeurs, pour les conditions minimales nécessaires qu'on doit remplir pour être compris, et aussi les comparaisons entre les langues français et l'espagnol. Donc, pour nous, c'est important de traiter ces aspects. Et alors aujourd'hui, je vais vous présenter les objectifs de cette recherche, un peu du cadre théorique, la méthodologie qu'on a suivie et les premiers résultats qu'on a obtenus. Donc, les objectifs de cette recherche sont, en premier lieu, d'établir une série de conditions suprasegmentales minimales nécessaires dans les actes de parole narratifs expressifs qui permettent un niveau d'intelligibilité agréable. Nous allons définir ce que c'est agréable après, pour que les élèves puissent se faire comprendre avec des locuteurs ayant le français comme langue première. Aussi, nous voulons découvrir jusqu'à quel point la méthode verbotonale est utile pour la correction de l'intonation et si cela aide les élèves à mieux se faire comprendre par des locuteurs du français comme langue première. Et finalement, nous voulons discerner la manière dont le travail prosodique explicite et intégral au cours des unités d'apprentissage pourrait favoriser tant la production comme la réception des patrons prosodiques transmettant des informations pragmatiques. Alors, nous allons parler seulement des aspects plus importants de notre cadre théorique. En premier lieu, on se rappelle des aspects segmentaux de la parole, c'est-à-dire ce qui appartient au segment de la chaîne sonore, comme les voyelles et les consonnes, et qui sont représentés par des phonèmes, nous les connaissons, et aussi les aspects suprasegmentaux de la parole, ce qui appartient à la prosodie, c'est-à-dire l'accent, le ton, le rythme ou l'intonation, ce sont les aspects qu'on veut prendre en compte dans ce travail. Et nous allons aussi définir l'intelligibilité, que nous la définissons comme le fait qu'un message produit par un locuteur
soit effectivement compris par un interlocuteur. Et aussi, on considère que l'intelligibilité s'agit d'un co-construit entre les acteurs faisant partie de l'acte communicatif. Donc, il s'agit d'un échange bilatéral. La compréhensibilité s'agit de l'évaluation par l'interlocuteur du degré de difficulté que présente la compréhension d'un message. Donc, il s'agit d'un jugement subjectif porté sur une production linguistique. Et ça, c'est très important pour nous de reconnaître la partie subjective de la compréhensibilité. Et pour nous, la communication agréable, dans le sens strictement linguistique, c'est le fait que la compréhension d'un message produit par un locuteur en langue 2 ne suppose pas un surcroît d'effort de la part de l'interlocuteur auditeur. Donc, la communication agréable, il s'agit seulement du fait que notre message soit compris sans un effort nécessaire de la part de l'interlocuteur auditeur. Donc, nous avons ces trois concepts pour nous. Dans cette recherche, je veux remarquer qu'il s'agit pas d'éliminer les accents ou de mettre en valeur un accent sur un autre. Il s'agit seulement de savoir quelles sont les conditions qui nous aident à nous communiquer avec des interlocuteurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cette recherche? Nous avons une étude de type pré-expérimental. Nous avons un groupe. Cette recherche, ça fait de août à novembre et aussi dans les mois de janvier et février de cette année. Et ce qu'on a fait, c'est que nous avons travaillé avec un groupe de niveau B1. Nous avons choisi un groupe de ce niveau pour réduire le risque que des difficultés de compréhension soient dues à des lacunes linguistiques générales. Donc, nous voulons que ait un niveau suffisant de français pour que la compréhension ne soit due à un niveau insuffisant de langue. Nous avons travaillé à l'Université de Guadalajara avec des étudiants de 7e semestre de la licenciatura en didáctica del francés como lengua extranjera et nous avons travaillé avec 13 étudiants. Et ça, c'est le groupe avec lequel nous avons travaillé. Aussi, nous avons quelques locuteurs du français comme langue première qui nous ont aidés dans cette démarche. Ce sont des étudiants en général et elles sont à un niveau de licence ou master et elles résident en différents lieux de la francophonie. Par exemple, nous avons une qui habite en Nancy, une autre qui habite en Aix-en-Provence, un autre qui habite à Fribourg et un autre qui habite à Québec. Donc, nous avons choisi des locutrices avec différents profils et aussi nous avons nous assuré que les locutrices ne parlent pas espagnol et qu'elles ne soient pas familiarisées avec la prosodie de l'espagnol. Donc, les langues qu'elles parlent sont le français comme langue première, l'allemand, l'anglais et l'italien à différents degrés. Mais oui, c'était important pour nous que les locutrices ne parlaient pas l'espagnol. Alors, nous avons fait des entretiens pour le pré-test. Donc, il s'agissait des entretiens semi-dirigés parce que ce type d'entretien peuvent être une conversation plus authentique et aussi les entretiens ont porté sur des sujets comme des émotions, de souvenirs, de l'interculturalité, etc. Il s'agissait d'émuler une conversation la plus naturelle que possible entre la locutrice du français langue première et l'élève, l'apprenant du français langue deuxième. Et les entretiens ont été faits via Google Meet avec des caméras allumées et elles ont été enregistrées pour l'analyse ultérieure. Et bon, vous avez ici le période des entretiens et le nombre d'entretiens que chaque locuteur du français langue première a fait. Et ici, nous avons un exemple de la guide d'entretien semi-dirigé. Nous avons, par exemple, les questions principales et toutes les questions portent en général sur des émotions, de souvenirs. Nous ne voulons pas que la conversation soit didactisée ou que la conversation porte sur des sujets qui seraient difficiles d'en parler. Donc, nous voulons que la conversation soit naturelle, agréable. Il s'agissait seulement de partager entre les deux interlocuteurs.
Et donc, chaque informatrice, chaque locutrice du français comme la première, a eu une grille d'évaluation où elles évaluaient la compréhension générale du discours de l'élève. Donc, nous avons ici différents critères, par exemple la prononciation, l'intonation, l'accentuation, la fluidité et la compréhensibilité globale, et ils sont évalués de 1 à 5 chaque élève. Et ici, nous avons une partie pour des commentaires additionnels pour chaque personne. Et moi, j'ai observé les entretiens, il s'agissait d'une observation non participante, donc j'ai seulement noté ici différents signes d'incompréhension, par exemple, signes non verbaux d'incompréhension, demande de reformulation, interruption, temps de réponse, etc., pour observer comment les deux acteurs ont résolu le problème et à quel moment nous avons enregistré un moment d'incompréhension. Et donc, pour le traitement, nous avons développé 2 unités didactiques et nous avons nous basé sur la méthode verbotonale et aussi les unités ont été inspirées du schéma méthodologique qui est inspiré de la taxonomie de Deno et de la taxonomie de Bloom. Et nous avons eu 15 sessions pour ce traitement et je vais vous montrer quelques exercices. Les unités d'apprentissage que nous avons développées traitent la prosodie de, dans toutes les étapes. C'est-à-dire, la prosodie ne s'agit pas d'un exercice ou d'une section spécifique. Il ne s'agit pas de dire, ah, alors ça c'est le moment de travailler la prosodie. Mais non, nous avons travaillé la prosodie dès le début de l'unité jusqu'à la fin avec différents exercices. Par exemple, ici, nous avons un exercice écrit l'émotion illustre la prosodie. Et nous avons ici un code et nous avons travaillé avec des documents authentiques. Nous avons écouté des audios ou visionné des vidéos et les élèves ont identifié la prosodie que les personnes dans les vidéos ont utilisée à chaque étape. Par exemple, ici, où nous avons d'autres exercices. Par exemple, sur le tableau, les élèves ont aussi illustré la prosodie des différentes phrases des vidéos que nous avons regardées. Il s'agissait toujours d'un travail collaboratif, d'un travail en équipe. Nous avons travaillé tous ensemble pour construire la connaissance, pour co-construire la prosodie utilisée. Donc, il s'agissait d'un travail d'identification de différents patrons rythmiques. Pour la méthode verbotonale, nous avons travaillé pour faire la correction de la prosodie en spécifique. Nous avons aussi corrigé les aspects segmentaux, mais nous avons nous concentré dans la correction des aspects suprasegmentaux. Par exemple, ici, vous avez quelques images. J'étais en train de corriger une élève pour améliorer sa prononciation et nous avons utilisé le corps, nous avons utilisé différentes techniques pour la correction prosodique. Aussi, nous avons développé des matériels didactiques supplémentaires, par exemple des cartes des émotions qui accompagnaient toujours les exercices. Nous avons aussi travaillé avec la méthode de théâtre et aussi la psychodramaturgie linguistique pour différents exercices. Par exemple, ici, nous avons une activité où les élèves utilisaient des masques et avec le masque, ils faisaient différentes choses. Donc, il s'agissait toujours de travailler tous les aspects de la parole à tous les moments, dès la compréhension, la systématisation, etc., jusqu'à la production. Et donc, vous avez ici différents moments de notre salle de cours. Il s'agissait toujours des interprétations, des exercices, des activités très orales. Et bon, nous avons passé un très bon moment ici. Et nous avons aussi développé des activités pour la tâche finale globale. Euh, et bon, après le traitement, nous avons eu le post-test qui s'agissait d'une démarche identique au pré-test. C'est-à-dire, nous avons fait encore une fois des entretiens semi-dirigés et il s'agissait de la même processus, caméra allumée, Google Meet, etc. Mais cette fois, les guides d'entretien en étaient un peu différentes pour ne pas répéter les mêmes questions. Donc, il s'agissait de questions différentes, de questions un peu plus complexes, mais qui portaient sur des sujets similaires.
Et bon, quels sont les premiers résultats que nous avons? Parce que cette recherche est en train d'être finie. Donc, les premiers résultats que nous avons, c'est que dans le pré-test, nous avons identifié des courbes intonatives qui affectent l'intelligibilité et la compréhensibilité des apprenants de français. Nous avons aussi identifié des courbes intonatives qui affectent la compréhension des apprenants de français, c'est-à-dire la réception. Donc, il s'agissait d'un problème pas seulement de production, mais aussi de réception, ce qui dénote la bilatéralité de l'échange. Et donc, ici, j'ai un exemple très ponctuel. Nous avons cette interaction où l'informatrice demandait à l'élève qu'est-ce qui te donne de l'espoir et l'élève répondait être comme positif, mais l'informatrice dit les personnes positives, je n'ai pas compris. Et elle n'a pas compris parce que l'élève a prononcé être comme positif et la façon dont elle a prononcé le mot être, nous avons une syllabation inappropriée parce que l'élève a dit être. Nous avons une accentuation inappropriée parce que l'élève a dit être. Et un allongement non naturel de la deuxième syllabe, être, et une courbe intonative qui s'écarte de la norme. Et ces combinaisons de facteurs prosodiques a affecté la compréhension de l'informatrice. Donc ici, nous avons un exemple de comment une réalisation prosodique inattendue peut affecter la compréhension même si dans des termes grammaticaux stricts, la phrase est correcte. Pour la réalisation prosodique, l'informatrice n'a pas compris ce que l'élève voulait le dire. Donc Une ici, nous minute, avons un exemple très ponctuel de cela. une minute. Merci beaucoup. Alors, pour le post-test, nous avons une évaluation significative, quantitative et qualitative. Nous avons une amélioration après le traitement. Aussi, nous avons remarqué une amélioration de la prosodie, en particulier dans la fluidité. Nous avons moins de citations, moins de pauses à des moments non appropriés et un développement des compétences stratégiques. Par exemple, dès la limitation linguistique, on passe à la compétence communicative. Nous avons vu une amélioration de la compréhension des questions, ce qui faisait un problème dans le pré-test, et plus d'autonomie pour se faire comprendre. Donc, ce qui reste à faire pour ces recherches, c'est de compléter l'analyse pour identifier les aspects suprasegmentaux ayant plus d'impact dans l'intelligibilité et la compréhensibilité. Et bon, et il reste de faire la comparaison plus approfondie de pré-test et post-test pour savoir spécifiquement à quel moment et dans quels aspects que nous avons. Donc, ça, c'est tout de ma part. Merci beaucoup. Je vous laisse ici mon courrier électronique pour me contacter si vous avez des questions sur ce projet. Et Merci beaucoup, Livière. Une recherche fort intéressante. Je pense que nous aurons pas mal de questions à la fin. Pour le temps, je voulais juste savoir, avant de laisser la parole à Andrea Tejada, si nous avons Raphaël dans la salle. Je ne crois pas. Donc, Andrea, on vous laisse faire cette dernière présentation de ce bloc avant d'arriver aux questions sur la poésie francophone au service de la prononciation en FLE, une démarche de pédagogie de projet à l'Université autonome de Chapingo. Donc, merci beaucoup, Livière. On se retrouve à la fin pour les questions. Alors, Andrea, on voit parfaitement votre présentation. Il faudrait juste... Voilà, parfait. Donc, 15 minutes et j'essaierai de ne pas vous interrompre avant les 2-3 minutes de la fin. D'accord, merci. Alors voilà, donc je vais vous présenter bon, c'est la poésie francophone au service de la prononciation en FLE. C'est une démarche qui a été menée dans mon université et pour respecter l'esprit de la pédagogie du projet et ne pas focaliser toute notre attention au produit final, mais de bien profiter du voyage, je vous propose que ce soit un voyage. Donc, le point de départ pour cette recherche et pour mener ce projet était un peu le ressenti de voir comment la production orale
était un défi pour nos étudiants et surtout après le confinement, disons que le travail à distance a fait un peu plus difficile cette production orale. Et à partir de là, on a vu qu'il y avait un besoin important de travailler la prononciation. Et donc, comme le proposent certains théoriciens, de proposer le projet à partir du besoin ou du manque, c'est pour cela qu'on a essayé de proposer un projet qui travaille la prononciation. Et là, qu'est-ce qui a été dit avant du projet? Ben, surtout, et je pense qu'on le sait, que les programmes de FLE privilégient surtout les contenus grammaticaux, qu'ils sont très chargés et parfois on n'a pas le temps de travailler un peu plus la prononciation, la prosodie, etc. Et comme je voulais unir le travail de la prononciation et la littérature, j'ai aussi cherché un peu de ce qui a été dit sur comment est travaillée la littérature. Et je pense que vous l'avez aussi constaté, la littérature est très peu travaillée, surtout au niveau A. Dans le manuel, on ne voit pas une grande présence de texte littéraire. Et si un texte littéraire est présent dans le manuel, c'est surtout pour travailler l'acquisition du lexique ou la compréhension. Ça dépend un peu du moment de la leçon où nous avons le texte littéraire. Et il est très rare de s'appuyer sur l'écrit pour mieux comprendre les spécificités de l'oral. Et moi, je pensais que c'était quelque chose qui pouvait nous aider. Et ce qui a été dit par plusieurs théoriciens, c'est que la lecture à haute voix, c'est une activité qui peut être bénéfique et en plus d'un sens, comme pour s'interroger sur la relation entre l'écrit et l'oral. J'ai décidé de travailler le poème, surtout par le rythme, la musicalité, la longueur. Et bon, comme c'est un voyage, mon hypothèse, c'était un peu comme faire la valise et de voir quelles étaient mes expectatives. Et l'hypothèse centrale, c'est que l'intégration de la phonétique dans un projet pédagogique actionnel fondé sur la poésie peut permettre d'améliorer la prononciation et la production orale et aussi favoriser la confiance des apprenants en FLE. Ce que les étudiants disent, c'est que parfois la prononciation, c'est quelque chose qui les fait douter, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel ils se sont observés et qui leur diminue la confiance au moment de parler. Alors, voilà. Je vais vous présenter mes compagnons de voyage. Et mes compagnons de voyage, c'est les étudiants qui ont travaillé, qui se sont inscrits à l'atelier de prononciation en français dans le centre de langue de mon université. Le niveau des étudiants était un niveau A2 et l'âge, ici, ce n'était pas un groupe très hétérogène. L'âge était entre 20 et 22 ans. Là, je dois vous dire que mon institution, l'Université autonome Chapingo, est une institution publique reconnue au Mexique et en Amérique latine, mais dans le domaine de l'agronomie. Il y a des étudiants du lycée, des ingénieries, des licences et des programmes de master et doctorat, mais spécialisés en agronomie. Alors, la littérature n'est pas vraiment la priorité de mes compagnons de voyage et bon, c'était un peu la peur de voir s'ils allaient adhérer, mais on va le voir. Donc, ce chemin, ce voyage et donc le projet est le suivant. Le recueil, l'idée, c'était de créer un recueil de poésie qui s'écoute avec un code QR. Les apprenants ont accepté le plan
et ils ont adhéré à ce que j'ai proposé. Et c'était là le moment de commencer à lâcher et de laisser les apprenants s'approprier du projet. Donc, c'est eux qui ont choisi le fil rouge, c'est eux qui ont choisi les textes, le format, comment il allait être présenté. Et on a eu aussi des moments de coévaluation parce que le groupe est devenu une équipe et après, c'est eux qui se sont corrigés, qui se sont écoutés, qui se sont donné des conseils. Et finalement, cette destination finale allait être la présentation du recueil et donc l'exposition La francophonie en poème est née. Je vous présente un peu, les apprenants ont décidé de présenter ce recueil sous forme d'affiche. Comme vous pouvez voir, il y a le poème en français, le poème en espagnol et un code QR que les visiteurs de l'exposition pouvaient flasher pour écouter les apprenants en train de le lire. Voilà, il y a eu une coupe de ruban pour inaugurer l'exposition. Et là, vous voyez nos visiteurs et les participants qui aidaient à flasher les affiches. Et voilà, j'ai aussi voulu savoir l'avis des voyageurs, l'avis des apprenants avec des questionnaires. Pour la première partie, j'ai voulu savoir ce qu'ils pensaient d'avoir un projet dans un atelier parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas normalement. Les ateliers à notre université, c'est quelque chose qui n'a pas de notes, que les étudiants assistent, les étudiants y assistent, mais comme il n'y a pas de notes, parfois ils abandonnent, parfois ils continuent. Alors avoir un projet de longue durée est quelque chose à laquelle nous ne sommes pas habitués. Je leur ai demandé la pertinence d'avoir un projet dans un atelier. Et là, je dois vous dire que la question était aller de mauvais à excellent. Et comme vous pouvez voir, le 7% des étudiants ont dit que c'était positif et la grande majorité a dit que c'était quelque chose d'excellent. Puis, pour moi, il n'y avait pas de question sur la pertinence du projet, mais je voulais savoir aussi ce que eux, ils pensaient. Et pour eux, c'était aussi unanime. C'était quelque chose de positif. Et quand j'ai demandé pourquoi est-ce que c'était positif, vous voyez là quels sont pour eux les apports de ce projet. Alors, la pratique de ce qui a été travaillé, c'était le plus important. Et finalement, aussi, on voit que l'objectif principal des apprenants était aussi quelque chose qui a été observé dans le projet, qui était d'améliorer la prononciation. Je voulais savoir aussi si mon objectif socioculturel avait été atteint et je voulais savoir s'il y avait une approche préalable à la littérature francophone avant le projet et vous l'observez là. Pour la plupart des apprenants, c'était une première. Et mes souvenirs du voyage ou bien la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que finalement, le projet nous a permis d'observer une grande amélioration chez les apprenants en très peu de temps, ce qui est positif et qui atteint l'objectif tant de l'enseignante comme des apprenants, des participants. Quelque chose de très positif aussi, c'est que les participants se sont appropriés du projet et y ont travaillé avec dédication et enthousiasme. Je pense que si c'était uniquement moi qui donnais les directrices, cette appropriation n'aurait pas été réussie. Une autre chose positive, c'est que les apprenants se sont approchés à la littérature francophone, qui était un de mes propres objectifs.
Et finalement, je peux dire que l'interdisciplinarité de ce projet a permis que l'amélioration de la prononciation serve aussi comme un moyen pour découvrir, mais aussi pour faire découvrir la poésie francophone, parce que finalement, ce travail a été une exposition ouverte à tous les visiteurs de notre centre de langue. Donc, mes apprenants ont aussi servi à faire connaître la littérature francophone aux visiteurs. Donc, oui, je pense qu'en gros, ça a été quelque chose de très positif. C'est tout de mon côté. Je vous remercie et je suis à l'écoute s'il y a des questions. Merci beaucoup, Andrea. Je pense qu'on a énormément de questions. Je vais laisser une petite minute pour que les dernières questions soient envoyées sur le chat. Je pense que nous nous arrêterons là. Notre collègue Raphaël a dû avoir un petit problème au niveau de la connexion. Donc, je vais commencer par les premières questions. Je remercie énormément tous les intervenants. C'est tellement riche de vous entendre et de pouvoir avoir un petit peu un retour de ce qui est fait dans toutes les universités. Donc, normalement, j'ai l'aide d'un de mes collègues du comité de recherche, mais je vais commencer moi-même par les premières questions. Et puis ensuite, j'imagine que une autre personne viendra m'aider avec les questions restantes sur le chat. Donc, la première question qui a été adressée au premier intervenant, donc si je ne... Alors, voilà. Excusez-moi, hein, c'est que il y a tellement de questions qu'il faut que je me mette un petit peu à jour. Question pour Miguel Alejandro. Merci beaucoup pour la présentation. Projet très intéressant qui va valider empiriquement si le jeu a des effets positifs pour l'acquisition du subjonctif. J'avais deux remarques par rapport au test de jugement de grammaticalité. Première question ou première remarque, ces tests mesurent la compétence des participants, mais pas la performance. Vous n'allez pas intégrer dans les pré- et post-tests de la production orale et écrite pour évaluer cette dernière. Il me semble que les deux aspects seraient importants pour évaluer les effets du jeu dans l'acquisition de la grammaire. Alors ça, c'était un premier commentaire. Et je vous donne directement le deuxième commentaire. Normalement, on utilise des tests de jugement de grammaticalité via une échelle de Likert. Quel type de statistiques seront utilisées pour traiter les réponses qui sont maintenant dans trois catégories? Acceptable, plus ou moins acceptable, non acceptable. Donc Alejandro, je vous laisse prendre la parole. Ok, merci. Par rapport à la première question, bon, je voulais seulement connaître les prérequis de la connaissance parce que c'était au sujet du niveau V1, parce que dans ces cas, à Los Angeles, ils ne voulaient pas ils ne suivent pas les cadres communs des références européens, sinon les cadres communs américains, le ACF-TFL. Dans ce cas, ils divisent en petits groupes chaque niveau. Alors, dans ce cas, je voulais savoir qu'est-ce que les élèves sachaient à ce moment par rapport au subjonctif et comment je voulais les introduire. Alors, je voulais seulement que les élèves, ou oui, les élèves voulaient ne passer beaucoup de temps à réfléchir, sinon seulement répondre de façon plus sincère et le plus vite possible pour avoir une réponse sincère sans tout analyser. Et pour ça, pour la deuxième, je voulais, comme je vous avais dit, que j'avais deux groupes, un groupe de contrôle et un groupe d'épreuves. J'avais les deux tests, j'ai testé les deux et puis j'ai fait la comparaison. Et pour l'autre, les jeux, j'ai fait un test que j'ai dit, des méditions de jeu et de la linguistique. Et pour ça, j'ai utilisé les preuves de Fischer et les preuves de McNemar. Alors, ce sont les comparaisons des résultats. Alors, comment j'ai fait ça pour les Likert? Bon, j'ai utilisé les Fischer pour les tests de progression avant et après, pour les groupes de contrôle et les groupes d'épreuves, en comparaison les résultats.
Et ici, les tests étaient construits. Et on avait piloté déjà avec des autres, mais c'était trop long et trop lourd. Alors, dans ce cas, c'était pas si bon. Alors, j'avais fait une réduction et une réduction pour bien tester. Et bon, comme ça, j'ai dit, OK, on va tester comme ça. On va réduire, on lançait un avertissement pour protéger les données de tous. Et finalement, c'est ça, c'était la meilleure conception. Et finalement, pour tester les jeux et aussi la bonne conception du traitement, on utilisait, oui, l'épreuve de McNemar avec les chicarés, avec contre un groupe de natifs. Et chaque analyse a été faite par question. Alors, dans ce cas, on avait la question et les chicarés avec l'épreuve de McNemar. Alors, dans ce cas, on va comparer les jeux, la question, et si le mot de subjonctif a été bien acquis. Alors, il y avait, dans ce cas, a été un peu, comme on dit, paradoxal parce qu'il y avait des élèves étrangers qui ont surpassé les natifs en question de fonctions. Et j'étais un peu surpris quand on dit, oh, d'accord, bien. Et aussi, je peux dire que les joueurs avaient bien réussi parce qu'il y avait un élève qui était 3 ou 4 semaines intégré après et les joueurs ont pu l'intégrer avec des amis. Alors, ça était bien parce que c'était un élève adulte, tous étaient adultes. Alors, dans ce cas, il était bien timide, les joueurs puissent lui aider à bien s'intégrer avec les autres. Et finalement, je pense que ça a aidé beaucoup pour bien se rendre compte que jouer, ce n'est pas seulement de perte de temps, mais ça, c'est aussi pour connaître que les jeux, c'est un stage d'apprentissage. Et bon, j'espère que ça de donner les réponses avec les statistiques, avec acceptable, pas acceptable et non acceptable. D'accord, merci beaucoup Alejandro. J'espère que la personne a eu la réponse à sa question. Pour rester dans la première partie du bloc, j'avais une autre question pour Monsieur Soumo, qui était la suivante. Donc, Vincent, une petite question pour vous, en fait, deux questions. D'un côté, alors la personne qui est Andrés nous dit merci beaucoup de partager votre travail. J'ai deux petites questions. D'un côté, pour les professeurs, est-ce que la vérification du travail de l'IA ne finit pas par prendre plus de temps que la préparation elle-même? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question que nous proposait Andrés était de l'autre côté, de l'autre côté, étudiants, comment leur redonner leur rôle d'acteur face à un outil qui peut tout faire à leur place? Donc, Vincent, ces deux questions étaient pour vous. Je sais. Vincent, on ne vous écoute pas, votre micro est fermé. Excusez-moi. Excusez-moi. Si, en ce qui concerne la première question, en ce qui concerne la vérification du travail de l'IA faite par les étudiants, ben, il existe, hein, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il existe des instruments comme Turnitin, par exemple, qui permettent de vérifier un petit peu si le travail de l'étudiant est, entre guillemets, original ou pas si original que ça. Donc, c'est pas très, très problématique. En ce qui concerne la deuxième question, ben, je pense que je reviens un petit peu sur ce que disait Madame Gateliff. L'idée un petit peu, c'est de redonner sa place un petit peu aux acteurs éducatifs dans le processus de recherche, à savoir que de faire en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'interaction entre les professeurs, les étudiants et entre les étudiants autour de l'IA enfin autour de l'utilisation de l'IA et que l'IA vraiment soit quelque chose qui soit utilisé comme un outil d'aide et non pas comme l'interlocuteur privilégié un petit peu justement des étudiants comme ça se passe, comme nous avons pu l'observer dans la plupart des cas. Donc cette idée un petit peu de remettre un petit peu, entre guillemets, les pendules à l'heure, peut-être, je ne sais pas si c'est correct de dire ça, mais bon, de faire en sorte de faire comprendre aux étudiants enfin de faire comprendre aux étudiants et aux professeurs que l'IA, c'est un outil d'aide, c'est pas ce qui va permettre de réaliser une recherche en elle-même, non? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui, et moi je suis tout à fait d'accord. Enfin, je n'ai pas à donner mon opinion ici, mais c'est vrai que c'est un problème que l'on cherche à résoudre, non? Un petit peu de voir quelle place donner à l'IA et surtout comment l'utiliser.
Mais bon, je vais laisser plutôt l'espace pour les questions. J'avais une question pour Fabiane de Georgia qui demande en fait deux catégories acoustiques différentes. Ça veut dire quoi concrètement pour le professeur et l'apprenant? Donc ça, c'était pour Fabiane. Oui, ça veut dire en fait, ben, concrètement, c'est nous arrivons à calculer dans quelle manière, dans quelle façon la production de deux voyelles ont un impact acoustique chez les interlocuteurs, avec des métriques acoustiques que j'aurai pas le temps d'expliquer ici. Ça veut dire que lorsque ces deux entités sont placées dans une tridimension acoustique, théoriquement, nous assumons que c'est deux façons de prononcer deux voyelles différentes. C'est-à-dire que l'apprenant produit deux entités différentes cognitivement. Alors que si les deux entités se chevauchent acoustiquement, ça veut dire que pour l'apprenant, il va prononcer cette voyelle comme si c'était une seule entité. Donc en gros, pour un enseignant, ça veut dire en fait que c'est deux phonèmes, c'est-à-dire que s'ils sont acoustiquement dispersés, c'est deux phonèmes, deux choses différentes, alors que si les deux entités se chevauchent, donc ça veut dire en fait que l'apprenant n'a pas acquis cognitivement ces deux phonèmes et que pour lui, c'est une seule voyelle. Donc en gros c'est ça, et il y a une manière de pouvoir mesurer ça objectivement et phonétiquement. C'est-à-dire que ça, on ne passe pas par l'oreille de quelqu'un qui dit est-ce que tu as écouté un E, tu as écouté un E, parce qu'entre les E et les E, il peut y avoir différentes, une variabilité de l'articulation. Parfois, ça peut être un hybride, ça peut être un E. Et donc, entre les deux, nous essayons de mesurer dans quelle mesure l'apprenant, il est systématique avec lui-même, c'est-à-dire que quand il cible la voyelle E, il va la placer dans un endroit acoustique différent pour lui, ce qui veut dire que cognitivement, pour lui, c'est deux entités différentes. Voilà, c'est une façon de pouvoir mesurer si les voyelles sont acquises ou pas. Voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais voilà. Merci beaucoup, ça a l'air d'avoir répondu à la question. J'avais une question aussi pour Andrea. Bien sûr, des félicitations pour ce beau projet à l'heure où tout est IA. Il est rassurant de voir la poésie revenir au centre des réflexions. Et la question de Ravière était la suivante. Est-il possible de consulter le corpus des poèmes de l'exposition de votre présentation? Ce n'est pas quelque chose de publié, mais bien sûr, je peux le partager avec plaisir. Je sais que mes apprenants seraient contents aussi de savoir que leur travail est partagé. Oui, bien sûr, je le ferai avec plaisir. Ici, par question de temps, je n'ai pas pu vous donner un échantillon de comment il en fait, mais oui, avec plaisir. D'accord, parfait. Et puis, une question pour Livière. Comment s'assurer que le travail sur l'intonation dépasse les activités ponctuelles pour s'inscrire durablement dans les pratiques réelles des enseignants et dans les acquis des étudiants? Merci beaucoup pour cette question. Et en fait, c'est une question très intéressante. Ce que je pense, c'est que ce qu'on doit faire, c'est que on doit intégrer de manière transversale et systématique la prosodie dans l'enseignement de la langue. Elle doit être présente dans toutes les étapes des unités d'apprentissage, dès la compréhension, la conceptualisation, la systématisation, jusqu'à la production. Et on doit l'intégrer et la mettre au même niveau que la grammaire et le lexique. Donc, on ne doit pas avoir une activité spécifique pour la prosodie, mais la prosodie doit faire partie de tous les processus d'apprentissage et elle doit être pensée aussi comme un composante centrale de la compétence communicative. Et elle contribue directement à l'intelligibilité. Donc, on doit faire les élèves conscients que la prosodie va dépasser le plan purement linguistique parce qu'elle transmet aussi des informations pragmatiques, discursives aussi. Donc, on doit l'intégrer dans des tâches authentiques où les apprenants doivent interpréter et produire du sens en situation de communication réelle. Donc, je pense que c'est crucial de développer un travail conscient sur la prosodique. Euh, et cela implique de percevoir, identifier et produire
des phénomènes prosodiques et aussi faire que les élèves soient conscients que la prosodie fait partie de leur répertoire des stratégies communicatives. Donc, l'objectif est de mobiliser la prosodie de manière intentionnelle pour améliorer l'efficacité de la communication des élèves. Donc, je pense que c'est ça ce qui est le plus important pour nous comme professeurs et aussi comme élèves, de tenir en compte toutes les différentes fonctions de la prosodie. Donc, je pense que c'est ça. Merci beaucoup pour votre réponse. On me signale qu'il y a une question dans la salle qui pourrait être faite directement. Santiago, je crois, qui souhaitait prendre la parole. Et puis, je ferai ensuite un autre tour de questions. Mais Santiago, si vous souhaitez prendre la parole, on vous Oui, écoute. oui, et j'en profite maintenant que la collègue Olivière elle a présenté, elle a expliqué un tout petit Oui. peu. J'avais en fait une petite question pour le projet qui me semble très très intéressant. En fait, ça me tient à cœur en fait parce que le travail sur la prosodie, effectivement, il y a très, très peu de travaux. Et je me demandais en fait dans quelle mesure vous suivez vraiment les approches de la méthode verbotonale, parce que moi je travaille avec des collègues à Toulouse, avec Michel Billière, Charlotte Alazard où il y a un centre en fait de formation où les futurs profs ils sont formés à la méthode verbotonale. Où il y a pas que seulement que la partie en fait de la prosodie, il y a le corps, les gestes corporels qui sont utilisés, mais de manière très systématique. C'est-à-dire que on assume qu'il y a la multimodalité. Ne serait-ce que pour imiter, par exemple, les contours que vous avez montrés dans la diapositive, les contours de suspension, les contours descendants. En fait, l'enseignant, normalement, doit imiter le contour intonatif avec un geste corporel, soit avec la main, soit avec le bras. Et ça, c'est d'une part. Donc, je ne sais pas si vous l'avez intégré dans le training que vous avez utilisé. Ça, c'est une première question. Et la deuxième question concernait, ça m'a interpellé un tout petit peu la partie de l'explicite. Parce que dans la méthode verbotonale, en fait, on ne donne pas des indices métalinguistiques aux apprenants. C'est-à-dire que l'apprenant, l'input qu'il reçoit en salle de classe, il n'est pas confronté, par exemple, à savoir ce que c'est un contour intonatif, un accent. Normalement, tout se passe par l'implicite. La méthode verbotonale, elle est vraiment implicite, ce qui peut être un reproche. Mais j'ai vu que dans la présentation que vous aviez faite dans votre étude, vous avez intégré des activités où les apprenants devaient en fait être confrontés à la correction ou à mettre la présence de l'écrit aussi dans la méthode verbotonale, on n'utilise pas. Donc, est-ce que vous pouvez un peu dire un peu là-dessus, est-ce que vraiment ça s'approche plutôt de la verbotonale, surtout pour cette question de l'explicite-implicite, et si vous avez intégré le rôle des gestes corporels. Voilà, ça c'est mes deux petites questions. Merci. Oui, merci beaucoup. Ah oui, en fait, nous avons incorporé le corps et la gestuelle dans le traitement. Nous avons fait différentes activités où on a fait différents gestes ou mouvements avec le corps pour les différents courbes intonatives. Donc oui, la partie de la gestuelle est présente. Et ici, nous avons que oui, la méthode verbotonale est implicite, mais nous avons décidé de faire quelque chose d'explicite précisément parce que le groupe s'agit des apprenants de la licenciatura en didáctica del francés. Donc, il s'agit de futurs profs de français. Alors, ils ont les connaissances linguistiques suffisantes pour comprendre les questions plus techniques. Et donc, c'est pour cela que nous avons décidé de faire un peu explicite le travail. Je pense que s'il s'agit d'un groupe d'apprenants de français, mais qui ne sont pas de futurs profs, on n'aura pas fait le travail explicite, on l'aura fait de manière plus implicite. Mais comme il s'agit de futurs profs, nous avons décidé de faire un peu de travail explicite, oui. Et une dernière question, est-ce que vous vous êtes filmé ou pas pour suivre un peu Oui, l'input? Ah, super, mhm, ok. oui, Ok, oui, mais je n'ai pas eu le temps de présenter les petites oui, vidéos, oui, c'est... mais j'espère que dans une future présentation, je pourrai partager les vidéos de notre séance. D'accord. Merci beaucoup. Ah, c'est une très belle étude. Merci beaucoup. Merci. Et puis Merci. échanger aussi, c'est le moment un petit peu, c'est ça que veut le colloque de recherche, que vous fassiez des contacts. Donc c'est excellent si à partir de maintenant, il peut se créer des relations, non? Alors,
Justement, Fabiane, j'ai une autre question pour vous. Je vais essayer de faire un autre tour de table un petit peu à l'envers. Alors, il y a énormément de questions. Je ne peux pas toutes les voir, mais Fabiane, j'avais une autre question pour vous et je retournerai vers les collègues ensuite. Dans quelle mesure le travail sur la prosodie basé sur des corpus riches est-il transférable dans des contextes de classe ordinaires avec des contraintes de temps et de ressources? Ah oui, ok, oui, je crois que j'avais lu la question. En fait, le travail des corpus, c'est ce qu'on fait. Moi, je suis phonéticien, donc je travaille en linguistique corpus. L'idée de ces deux projets, le corpus Correille et IPFC, c'est de dresser, si vous voulez, en fait, quels sont les patrons prototypiques de la prononciation de ces apprenants au Mexique, en contexte universitaire, qui peuvent servir de base pour les enseignants pour savoir en fait sur quelle priorité donner dans les cours en fonction du niveau. À ma connaissance, il n'y a pas un référentiel. En fait, je pense que j'ai échangé avec des collègues, hein, moi je ne suis pas didacticien, mais les collègues qui travaillent en didactique et qui veulent travailler sur la prononciation, ils peuvent se dire, par exemple, moi je trouve des problèmes pour la prononciation de tel segment, pour la prosodie. Mais quand on ne sait pas comment les apprenants évoluent dans le temps, il faut avoir un référentiel. L'idée de ce projet, c'est d'écrire et caractériser comment les Mexicains prononcent le français dans trois niveaux différents, pour voir les tendances. Et effectivement, le travail qui est derrière, il nous manque de dresser ça, c'est-à-dire en fait que ce que je viens d'expliquer, la voyelle E par exemple, c'est pas un problème lorsqu'elle est accentuée, mais c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc le prof, il peut penser, il peut continuer par exemple à assurer des activités en salle de classe pour dire en fait, oui, je sais que la voyelle E est difficile, donc je fais des activités pour la voyelle E. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire en fait que la voyelle U, ce qu'on a vu dans les données, ne serait-ce qu'un exemple, hein, mais ça on peut élargir les exemples pour les consonnes, tout ça, c'est de dire en fait que même chez les niveaux avancés, cette voyelle, elle est persistante. Donc le prof, il peut décider de dire en fait, je vais dresser une hiérarchie des erreurs qui persistent même dans des niveaux avancés. Ça, c'est des erreurs en fait qui sont surmontées de manière très facile. Et effectivement, ce qu'il faudrait faire, c'est dresser justement un répertoire phonologique de ces apprenants en fonction du niveau. Et l'idée de ce projet IPFC, c'est justement, c'est pour ça qu'on a recruté beaucoup de participants. Donc pour l'instant, il y en a 46. Même si on ajoute plus, en fait, on va trouver les mêmes tendances. Ce qui nous manque, nous, de notre côté, c'est de pouvoir diffuser, dans un premier temps, quelles sont les erreurs prototypiques, on va dire, dans les niveaux A2, dans le niveau B1, dans le niveau B2, dans le contexte mexicain, dans les contextes des hispanophones qui apprennent le français. Parce qu'à ma connaissance, en fait, il n'y a pas un tel document. Tout se passe de bouche à l'oreille, des collègues qui disent oui, ils ont des problèmes ou pas, mais on ne sait pas pourquoi ils ont ces problèmes et quelle serait ensuite l'application qu'il faut faire. Sur les applications, les données de corpus ne peuvent pas être exploitables, c'est-à-dire que l'avantage de ces données, c'est juste pour décrire l'interlangue de l'apprenant. Mais l'étape suivante, ça serait de savoir, une fois qu'on a repéré quelles sont les erreurs de prononciation typiques chez les Mexicains, alors donc maintenant, quelle est la rémédiation? Et en l'occurrence, il y a plusieurs types de façons, dont par exemple la thèse Livière qui vient d'expliquer que l'emploi de la verbe orthonale peut améliorer ces aspects intonatifs. Voilà, je pense que c'est ça l'idée. Merci beaucoup, Fabiane. Alors, une question pour Andrea que je vais présenter maintenant. Dans votre démarche basée sur la collaboration de vos apprenants, pardon, comment pouvez-vous évaluer les acquis et le progrès de leur savoir explicite à la fin du projet littéraire? Alors, là, il y a un petit détail parce que même le CECR n'est pas si clair à ce qu'on peut attendre au niveau de prononciation pour les différents niveaux. Pour moi, c'était surtout de voir qu'ils peuvent s'autocorriger, qu'ils peuvent se rendre compte qu'ils font cette association écrit-orale, de voir aussi le rythme comment ils ont commencé à lire les poèmes. Et n'oublions pas que c'était des étudiants à deux. Alors, bien sûr, mon objectif n'était mais pas du tout qu'ils deviennent je ne sais pas, qu'ils prononcent comme des natifs.
Alors, non, pour moi, l'évaluation, c'était surtout voir comment le projet a été mené, comment le groupe est devenu une équipe qui a fait un travail, qui s'est entraidé. Et donc, c'est cela. Je vois l'amélioration parce que de voir comment ils avaient peur de parler à les voir lire à haute voix un poème complet. Je pense que c'est là où j'ai pu voir l'amélioration, mais oui, ça serait difficile de dire qu'on peut vraiment évaluer les acquis. Merci beaucoup, Andrea. Alors, une dernière question pour Alejandro et ensuite pour Vincent. Alejandro, comment la gamification et l'exploitation de l'erreur influencent-elles réellement les apprentissages linguistiques au-delà de l'engagement superficiel des apprenants? Bon, je pense que je vais m'aider de la théorie de Claude Germain dans ces cas de l'approche neurolinguistique. Finalement, ce qu'on va utiliser ici, c'est que le jeu peut aider à développer une ambiance de confiance. Aussi, le jeu peut aider à créer de l'oxytocine et de sérotonine. Finalement, les jeux dans les stages de Piaget aident finalement à créer des liens sociaux. Et aussi Vygotsky dit que ça nous aide à des théories socioconstructivistes. Finalement, nous, en tant qu'êtres humains, on aura besoin d'être liés. Et bon, ce projet nous a dit, et j'ai pu constater que les jeux d'évasion m'ont aidé à lier un élève qui était isolé et les jeux m'ont aidé à lui aider à pouvoir concevoir les subjonctifs, mais aussi avoir des amis et pouvoir interagir. Alors, dans ce cas, j'ai pu constater de trouver la typologie de l'erreur et puis l'attaquer. On avait développé une ambiance de confiance. Moi, je n'étais pas le prof, j'étais le maître de jeu. Quelquefois, j'étais un pirate, autrefois, j'étais un détective, autrefois, j'avais deux personnalités. Ça dépend du jeu. Mais dans ce cas, j'utilisais la langue comme le véhicule. Alors, dans ce cas, c'était la langue vivante. Le maître de jeu devient l'input. Alors, je pourrais recommander un livre que c'était, ou un rebook que c'est Le français va bien, merci, de Corinne Rosary. Alors, les jeux nous imposent aussi une règle, aussi proposent la liberté et impliquent les acteurs vers une action socio-collective où les axes linguistiques puissent être introduits. Et finalement, ce on peut dire que se tromper, c'est bien. Non, se tromper, c'est cool pour nous. Alors, se tromper, ce n'est pas si compliqué, mais ce qu'on cherche, c'est de savoir à quel stage je suis et comment je peux développer ou améliorer pour aider aux autres. Alors, dans ce cas, ce que nous donne le jeu, c'est de ne pas être tout le temps stressé, angoissé, parce qu'il y a certains facteurs qu'on ne peut pas contrôler en tant que prof, mais on peut mesurer, on peut donner quelques motivations ou engagements vers la langue et aussi dire que ce n'est pas tout seulement l'académique, la langue française. On peut vivre la langue française, on peut jouer avec la langue française et dans ce cas, la langue espagnole. Et finalement, on peut l'utiliser dans des autres contextes. Et ce que les élèves de l'espagnol m'ont dit, j'ai joué avec l'espagnol, ça m'amusait beaucoup. Et à la fin, on arrivait à la grammaire sans être ennuyé. Parce que quand je dis les subjonctifs, tous les élèves ont dit, ah, les subjonctifs, c'est difficile, non, je déteste, c'est compliqué, pourquoi? Mais à la fin, quand je dis, est-ce que vous vous rappelez de toutes les instructions que je vous avais dit quand j'étais le pirate? Ah oui, avant, j'ai dicté toutes les consignes avec les subjonctifs, avec ces modes. Ah oui, et vous avez bien entendu. Ah oui, ça c'est le subjonctif. Ah, je ne savais pas. Ah voilà. Alors on peut l'adapter à l'anglais ou le français, mais ça c'est la théâtralité. Alors c'est un peu de jouer un peu le fou. Ce n'est pas d'être clone, mais ça c'est comme d'adapter
ça c'est de jouer et ça c'est d'amuser, de motiver. Alors ça, comme Claude Germain dit, c'est de promouvoir, ça d'intégrer et ça nous donne l'oxytocine, la sérotonine. Et finalement, en tant que prof, on va chercher, cet élève a l'interférence interlinguistique, cet élève fait des lapsus, cet élève a ce type de sa face. Et finalement, on peut commencer à faire des traitements rapides. Et bon, ça, c'est que je vous propose de faire des jeux. Si vous voulez consulter la mémoire, là-bas, je vous dis comment vous pouvez créer votre escape game pas à pas, que c'était concédé avec des collègues français. Parfait, merci beaucoup Alejandro. Je vois que Fabienne, vous avez levé la main. Oui, peut-être pour faire un peu d'interaction rapide, une question, Miguel, maintenant que... Parce que le projet, il est en cours, c'est ça, le projet que vous avez expliqué dans votre présentation, ou est-ce qu'il est déjà fait? C'est déjà fait, c'est déjà testé, validé. Ok. Non, mais je me demandais si vous aviez utilisé des tests psycholinguistiques pour mesurer des compétences de mémoire à court terme, de mémoire à long terme de vos participants pour savoir quel est le profil des apprenants qui bénéficient du jeu. Parce que derrière ça, il y a plusieurs opérations cognitives qui sont derrière. Et je me posais la question si effectivement tout le monde est apte à bénéficier du jeu, du ludique, mais il faut le prouver empiriquement, parce que des fois, en fait, on peut trouver qu'il y a des élèves en fait, qui peuvent jouer et qui n'acquièrent pas des structures grammaticales, mais qui est probablement dû au fait qu'il y a des aptitudes, on va dire des aptitudes psycholinguistiques très particulières. Je ne sais pas si vous avez mesuré ça. Bon, non, à vrai dire, non, mais on peut le faire parce qu'à ce moment-là, quand je l'ai testé, j'étais aux États-Unis et c'était un peu compliqué parce que les élèves étaient des adultes. On n'était pas réactifs quand j'ai dit je. Et ils ont dit non, je sais pas, je voulais pas jouer, je voulais parler. Et j'ai dit non, il faut jouer un peu, relaxez-vous, non? Mais quand j'ai commencé à faire les tests, il dit, oh, c'est compliqué, c'est un test. Alors, comme ils étaient des Américains, je devais expliquer, faire l'avertissement et expliquer pourquoi, que je venais de la UNAM. Alors, dans ce cas, je devais tout expliquer, expliquer les raisonnements. Bon, j'ai des enregistrements, mais c'est interdit de le partager, sinon j'ai oppression, mais dans ce cas, il y a des enregistrements des groupes contrôle, mais dans la mémoire, vous pouvez voir tout, la conception, le pilotage. Mais dans ce cas, je voulais faire ça, pour tester les conceptions, mais bon, il y avait comme on dit, appel à candidature. Et c'était des élèves adultes, niveau V1, et était ouverte. On dit que c'est les groupes les plus difficiles pour moi, c'était niveau ceci en ligne, parce que était multiculturel. Alors, était des Canadiens, Russes, Japonais. Alors, dans ces cas, à ce moment-là, je pensais que les élèves japonais me détestaient parce que pas de réaction. Et je dis, ah, pourquoi tu me détestes? Mais à la fin, l'élève japonais me dit merci de m'avoir de ne pas m'isoler parce que les autres professeurs m'ont dit que j'étais bien réservé et me laissé de côté. Mais toi, tu as fait euh, quelques mots et tu m'as dit et tu m'as lancé quelques balles et bon, ça aide beaucoup. Et j'ai dit, ah, d'accord. Parce que moi, j'étais tout le temps était stressé et j'ai dit, ah, tu me détestes, mais bon. Mais bon, ça fait comme ça, non? Ce sont des choses multiculturelles qu'on doit faire face. Et finalement, quand j'étais là, c'était totalement différent. On doit adapter tous les projets, on dit aux besoins, aux choses qu'on a. Et quand je suis là, j'ai dit, ah, j'ai besoin de projecteurs, j'ai besoin d'une chambre qui est très adaptée avec la musicalité et tout ça. Et j'avais seulement un projecteur et l'Internet. Et bon, je dois dire que l'Internet aux États-Unis, c'était pas le meilleur. Et j'ai dit, non. Mais bon, on adapte, on s'adapte. Et dit, d'accord, on va adapter tout. Alors, la salle de classe, c'est devenu l'escape game. J'ai transformé tout. Les subjonctifs étaient la clé. Alors, les élèves jouaient avec moi.
et finalement, c'était bien passé, mais je pense qu'à la fin, on pourrait faire un test on peut utiliser les linkers pour dire est-ce que c'était bien passé ou pas. Mais bon, je dois le contacter, mais tu sais, les données des élèves sont protégées. Et puis, après tout ce qui s'est passé aux États-Unis, j'essaierai de le faire, mais on peut concevoir à l'AMDIF un autre test pour les francophones. On peut le faire, pourquoi pas. Parfait, merci beaucoup. Alors, la matinée était intense, mais je vous demande encore un petit peu de force pour la dernière question que j'aimerais poser à Vincent ou qui a été posée à Vincent avant de vous laisser faire une pause parce que on s'est nourri intellectuellement, mais maintenant il faudrait se nourrir biologiquement pour reprendre des forces pour l'après-midi. Donc, Vincent, une dernière question pour vous. De notre collègue Jessica qui dit, face à cette nouvelle génération, notre polyvalence nous impose d'apprivoiser l'IA. Je l'intègre dans mes séquences pour stimuler la créativité des étudiants. Elle devient un outil de remédiation personnalisé qui rend l'acquisition du français plus dynamique et connecté à leur réalité numérique. La question est donc la suivante. Si l'évaluation traditionnelle, la rédaction en classe, est remise en question par l'IA, vers quel nouveau mode de certification devons-nous évoluer pour garantir l'authenticité des compétences d'un élève? Je ne sais pas, Stéphanie, tu veux... Oui. Bon, si je prends notre cas, effectivement, c'est une problématique qu'on rencontre, hein. C'est savoir comment maintenant évaluer ou comment s'assurer que les compétences de nos étudiants sont des compétences qui leur appartiennent et pas celles de l'IA, non? Nous, ce qu'on a mis en place, c'est justement un principe, c'est que ce qui est la production écrite, par exemple, ne peut pas être différé. Ça reste un travail qui est fait dans la classe. Donc, c'est une façon de s'assurer donc qu'il n'y ait pas de plagiat, qu'il n'y ait pas un usage abusif. Mais bon, je voudrais en profiter pour rebondir sur ce que Vincent a déjà mentionné et ce qui a été dit aujourd'hui. L'IA, on ne peut plus s'en passer, on ne peut pas faire marche arrière. Et donc, il faut vraiment le voir, je pense, de la manière la plus positive possible. C'est un outil formidable. Moi, depuis que j'ai rencontré l'IA, j'en suis presque amoureuse. Bon, non, c'est pas vrai. Mais j'en use sans en abuser. Et dans les cours de recherche, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est justement quand les étudiants, je dis à mes étudiants, je ne suis pas la seule, hein, Vincent ou d'autres profs font la même chose. On est dans les cours de recherche, eh ben, tu es bloqué, on va voir ce que dit l'IA. On va voir ce que l'IA te propose pour faire ton sommaire, par exemple. Et donc, déjà, c'est une surprise positive de la part des étudiants de voir ça, non? De voir qu'on peut considérer vraiment l'IA comme une facilité au niveau du temps, mais aussi quelque chose qui nous enrichit, qui nous donne des pistes, des thématiques, des pistes méthodologiques dont on peut tirer parti. Donc, ce n'est pas l'idée de tout reprendre, mais c'est d'accompagner les étudiants et de faire avec eux la réflexion. L'IA te propose telle chose, est-ce que ça correspond à ce que tu voulais travailler, à ce que tu voulais faire? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qui ne correspond pas à ce que tu veux faire? Non? Et donc, c'est la même chose hein, pour les compétences de production écrite ou orale. C'est savoir en tirer un usage bénéfique pour tous pour obtenir des informations, mais sans aller au-delà. L'IA, c'est un instrument, c'est un outil, c'est pas autre chose. Ça ne va pas nous dominer, c'est nous qui devons lui donner les usages requis, non? De manière éthique. Merci beaucoup, Stéphanie. Je pense que c'est ce qui était en partie dit lors de la plénière, non? De justement voir l'IA comme un nouvel outil à intégrer dans notre classe, non? Et justement, c'est parfois un petit peu ce travail qu'on doit faire auprès des étudiants, c'est-à-dire que l'IA ne fait pas votre travail, elle vous guide ou elle vous aide à repenser un petit peu certaines fonctions, certaines actions de l'étudiant et même de l'enseignant, non? Je pense que c'est un des points que présentait ce matin aussi Nathalie Getlive dans sa plénière, non? Donc, je pense que si tout le monde est d'accord, nous concluons cette matinée avec cette dernière intervention.